Les négociations prévues aujourd'hui à Islamabad marquent un tournant historique après des semaines de conflits armés. Elles interviennent dans un climat d'extrême tension suite au cessez-le-feu de 2 semaines obtenu in extremis par la médiation pakistanaise. Pour mieux comprendre la situation, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Ataya Abou-Naga, ancien assistant du ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Allô? Comment allez-vous? Oui, je vous entends. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Alhamdulillah, merci. Alors, je vais commencer par la question posée par tout le monde. Pourquoi le Pakistan a-t-il réussi là où d'autres médiateurs ont échoué? Pourquoi le Pakistan? Bien entendu, parce que le Pakistan entretient d'excellentes relations avec les États-Unis et aussi avec de bonnes relations de voisinage et de coopération avec l'Iran. Alors le Pakistan est apparu comme le choix idéal pour essayer de jouer le rôle de médiateur entre les deux parties américaines et iraniennes. Et bien entendu, le Pakistan est bien vu du côté iranien, c'est très important. Et aussi les Américains ont un large programme de coopération militaire, économique et scientifique avec le Pakistan. L'administration Trump a qualifié le plan en 10 points de l'Iran de base de travail viable. Quelles sont, d'après vous, les concessions majeures que chaque camp semble prêt à accepter pour s'asseoir à la table de négociation? Bien, les Iraniens ont posé un plan de 10 points. Ils savent bien au fond d'eux-mêmes que les États-Unis ne vont pas accepter tous les 10 points et que pour obtenir l'approbation des États-Unis sur les 10 points, c'est presque idéal, mais presque impossible. Alors ils ont utilisé ces 10 points pour avoir une bonne base de négociation pour obtenir le maximum. Et je crois que le point le plus important, bien sûr, c'est la navigation au détroit d'Ormuz, la réouverture du détroit d'Ormuz à la navigation internationale, et aussi la levée des sanctions américaines et la cessation, bien sûr, des hostilités contre l'Iran et contre le Liban, avec tout ce que cela implique. Bien entendu, alors ça, ce sont peut-être les points essentiels pour l'Iran. Bien entendu, l'Iran a dit qu'il va réclamer des réparations pour tout le dommage qu'il a subi, pour toutes les pertes matérielles et bien sûr humaines qu'il a subies. Mais je crois que ça, c'est pas le point le majeur. Et d'après votre expérience, comment vous voyez les négociations tenues à Islamabad et quels seraient les points principaux ou les questions qui seront des points de discorde entre les parties? Personnellement, je pense que le fait d'avoir des négociations directes, c'est quelque chose de positif. Bien entendu, le Pakistan va jouer un rôle de facilitateur et va être, je crois, associé d'une manière ou d'une autre à ces négociations, parce qu'on a dit que il y a une délégation pakistanaise qui va être présente avec le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, je crois, et d'autres officiels très importants au Pakistan. Bien, je pense qu'ils vont avoir un rôle de facilitateur, de médiateur, essayer de calmer les choses. La composition de la délégation américaine est un peu... Je vois qu'il n'y a pas de diplomate de carrière. C'est le vice-président Vance qui va diriger la délégation américaine, avec M. Kushner, avec... non, pas Kushner, excusez-moi, le beau-fils du président Trump. Il y a aussi M. Witkoff, l'envoyé spécial. Et aussi quelqu'un du côté militaire, quoi, un général très haut placé dans l'armée américaine. Je crois qu'il est le chef des opérations militaires au Pentagone. Alors bon, cette délégation-là... Et pourquoi cette délégation, il n'y a pas de diplomate de carrière dans cette délégation? Pourquoi? Oui, c'est ça.
Parce que je crois, le président Trump, vous savez, hein, c'est clair. Je ne pense pas qu'il fait beaucoup de confiance aux diplomates de carrière. Ça se voit dans ses choix. Le fait que choisir le vice-président américain qui est connu pour ses positions intransigeantes pour diriger la délégation, c'est pour donner un signal fort qu'il ne va pas facilement accepter des concessions, que les États-Unis vont négocier de positions ils veulent présenter ça comme une position de force, qu'ils ne vont pas faire de concessions à l'Iran. Mais l'Iran aussi, ce sont des gens qui sont très, très habiles dans le domaine des négociations. Et on parce que Téhéran demande maintenant le retrait des forces américaines de la région. Est-ce un point de négociation réaliste ou bien une posture maximale pour obtenir, par exemple, la levée des sanctions? Oui, je crois que c'est peut-être surtout ce qui intéresse l'Iran, c'est la levée des sanctions. Bon, mais bien sûr, s'ils parviennent à obtenir le départ de la région, c'est quelque chose ce sera une très grande victoire. Mais des sanctions est très importante et régler le problème du détroit d'Ormuz est très très important. L'Iran pense que c'est la carte majeure qu'il détient parce que toute l'économie internationale, dans une large mesure, dépend énormément de ce détroit. Il y a 20% du trafic maritime international qui passe par ce détroit. Alors, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Et si jamais les États-Unis acceptent en principe ce retrait, quel serait le calendrier réaliste pour une réintégration de l'économie iranienne dans le système financier mondial? Bon, cette réintégration, là, elle va commencer après la levée des sanctions. Moi, je ne lis pas ça au retrait, mais je lis ça à la levée des sanctions. Une fois que les sanctions sont levées contre l'Iran, il pourra souffler un peu, son économie sera soulagée. Il pourra obtenir des pièces de rechange pour les industries civiles, au moins. Les besoins médicaux et alimentaires du peuple iranien seront satisfaits plus facilement. Elle va sortir de cet embargo qui étouffe le pays et qui a, je crois, été un des facteurs qui ont causé les situations qu'on a vues en Iran avant cette guerre. Absurde, à mon avis, d'ailleurs. La réouverture sécurisée du détroit d'Ormuz est bien sûr une exigence mondiale. Est-ce que l'Iran va accepter une coordination internationale ou bien l'Iran va exiger d'en garder le contrôle exclusif? L'Iran va d'abord dire qu'il veut garder le contrôle exclusif. Mais cela va dépendre de comment les négociations vont tourner, quelle tendance elles vont prendre. L'Iran, je crois, a insinué qu'il était prêt à travailler avec le sultanat d'Oman pour organiser le trafic dans le détroit d'Ormuz. Le sultanat d'Oman est un bon partenaire, acceptable pour la partie américaine. Et bien entendu, pour l'Iran, ils ont d'excellentes relations entre le sultanat d'Oman et l'Iran. Ils peuvent coordonner, je ne vais pas dire qu'ils vont réclamer des dus, qu'ils vont partager ça ensemble, mais ils peuvent organiser ensemble le trafic dans le détroit d'Ormuz et la réouverture du détroit d'Ormuz. Parce que c'est, je crois, un point très important. Et comment intégrer la question de l'enrichissement de l'uranium dans cet accord de paix global, alors que la confiance est au plus bas entre les deux pays? Oui, ça c'est une question très épineuse. Bon, je crois que l'Iran va continuer à s'obstiner à sa position initiale, qu'il a le droit d'enrichir l'uranium à des fins civiles, qu'il a le droit de garder son uranium. Peut-être qu'il y aura des négociations, d'autres cycles de négociations. Je ne suis pas sûr que ces négociations-là vont régler tout. Il pourrait y avoir des négociations. On n'a que 14 jours pour négocier. On va les reprendre en association peut-être avec l'Agence internationale de l'énergie atomique.
peut être impliquée pour essayer de parvenir à un accord qui, aux yeux du président américain, sera un meilleur accord que celui qui a été conclu et signé durant la présidence de Barack Obama. Alors, je ne suis pas sûr que cette question-là sera réglée durant ce cycle de négociations à Islamabad. Elle va être évoquée, bien sûr, elle va être discutée, mais les modalités nécessaires pour trouver un accord sur ce point très délicat et très critique, peut-être que ça va demander un grand effort d'autres cycles de négociations et d'autres partenaires, les États-Unis. L'ambassadeur Atay Abou-Naga, merci beaucoup pour vos explications. Je répète que vous êtes ancien assistant du ministre adjoint des Affaires étrangères.